Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints ce soir pour cette conférence qui va être animée par Pierre-Samuel Gage. Un petit mot avant de débuter sur l'AEGE, l'Association de l'école de guerre économique, qui est constituée donc des anciens de cet établissement et de plusieurs clubs métiers, dont celui qui organise ce soir cette conférence, qui est le Club Risque. Je m'appelle Yasmine Douadi, je suis responsable du Club Risque. Au Club Risque, nous travaillons majoritairement sur toutes les questions inhérentes au management des risques dans tous les secteurs et dans tous les types d'établissements. Parmi nos productions, nous avons notamment la sortie de tous les jeudis d'un article qui s'appelle Les Jeudis du risque que vous pouvez retrouver sur le portail de l'IE. Nous avons une newsletter qui est envoyée de façon mensuelle et nous avons l'organisation de ces événements. Donc, si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur ce que nous faisons et être informé de nos activités, n'hésitez pas à vous inscrire directement sur la newsletter. Alors pour ce soir, Pierre-Samuel Gage, qui nous a fait donc le plaisir de nous rejoindre, va nous présenter une conférence sur RSE, lutte contre la corruption et enjeux environnementaux, quels risques pour les multinationales. Donc je vais laisser Pierre-Samuel peut-être commencer et prendre la main. Merci beaucoup pour votre participation et nous laisserons une petite phase de questions-réponses à la fin de cet événement. Merci. L'embargo contre le Soudan, c'est une histoire qui date de 2014 et pour laquelle la BNP avait eu une amende record de près de 9 milliards de dollars. C'est, et on va en parler tout de suite après, un principe d'extraterritorialité. C'est ce qui fragilise le plus, au bout du compte, les sociétés françaises aujourd'hui dans ces dimensions-là. Et bien, le temps le rebondissement, c'est que reconnaissant au bout du compte sa responsabilité, elle se trouve maintenant poursuivie par de nouveaux acteurs pour financement, au bout du compte, financement d'un État à gouvernance perfectible, le Soudan. Et vous voyez un petit peu les coupures de presse sur la droite qui illustrent mon propos avec un nouveau terme juridique qui s'appelle crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité vis-à-vis d'acteurs économiques, c'est assez nouveau comme mobilisation et comme mutation normative des enjeux ESG. Le deuxième cas, vous le connaissez d'autant plus, je pense, c'est l'affaire Alstom, bien évidemment, qui, après avoir été, remis un petit peu à flot par l'État français, s'est retrouvé empêtré dans une affaire de corruption dans plusieurs pays, poursuivi par le département de justice américain, et qui, sous la pression notamment, s'est vu démembré avec une part de son activité vendue pour des questions qui restent en suspens encore à GE. C'est l'un des enjeux sur lesquels on aura l'occasion d'échanger peut-être dans le cadre des questions-réponses, mais qui alimente, je dirais, cette nouvelle forme de guerre économique auquel vous êtes attachés et qui peuvent être ces luttes entre pays amis, historiquement, mais qui se retrouvent dans des situations de guerre économique. Voilà deux cases qui illustrent bien notamment la dimension extraterritoriale. Et pour bien comprendre cette dimension extraterritoriale, il faut remonter un peu le passé et voir comment est-ce que la soft law a commencé à pénétrer la hard law, la soft law qui repose sur les engagements volontaires ou encore sur des codes de la part d'organisations n'ayant pas au bout du compte de potentiels contraignants, comme l'OCDE, eh bien, se retrouve à progressivement intégrer le droit dur et devenir finalement des réglementations contraignantes. Historiquement, en fait, le premier case sur le sujet, relativement connu, c'est le cas Nike contre M. Kasky. M. Kasky est un particulier américain qui avait acheté des produits Nike et qui, se rendant compte que les produits Nike étaient fabriqués à l'autre bout de la planète par des petits-enfants, s'est retourné contre Nike et il a accusé de publicité trompeuse puisque les engagements en termes de droits humains de Nike annonçaient justement l'absence de recours à ce travail forcé, à ce travail des enfants. Et c'est un cas qui a défrayé la chronique puisqu'il a été très poursuivi et très commenté à l'époque. On appelle une jurisprudence, c'est exactement ce que les parties prenantes les plus agressives, ou en tout cas les plus exigeantes, cherchent à faire. Eh bien, ce cas de jurisprudence n'a pas abouti, ou du moins a abouti à une transaction, ce que permet le droit américain, ce que permet la common law de manière générale. Nike a préféré verser une certaine somme qu'on ne connaît pas à M. Kasky et créer une fondation de lutte pour la protection des droits humains
plutôt que d'aller jusqu'au bout de la justice. Et on voit qu'avec cet iceberg, on voit une gradation en fait dans toute une série de mises en cause. L'Erika, l'affaire Erika, également bien connue en France, qui repose sur un principe notamment de non-respect d'un engagement de vérification de la sécurité du bateau, qui n'avait pas été fait par la compagnie pétrolière au moment de son affrètement, non-respect de la procédure de vetting, qui est notamment la vérification du fait qu'il y ait une double coque pour éviter justement que le bateau ne sombre en cas de choc. Eh bien, la justice française a argué sur la base de cet engagement volontaire du secteur et du non-respect de cet engagement pour mettre en cause totale et condamner l'entreprise. C'est typiquement une illustration de la judiciarisation de la RSE qui repose sur des engagements volontaires au départ, qui, s'ils ne sont pas suivis d'effets, qui ne sont pas respectés, peuvent vous emmener au tribunal. Le premier job de mon associé était d'aller vérifier les tweets posés par les grands patrons d'entreprise et de voir dans quelle mesure les engagements pris, notamment via Twitter, pouvaient l'emmener jusqu'au tribunal si ces engagements n'étaient pas suivis d'effets ou d'actions. La gradation, on la voit, ce sont des cases comme Samsung, Schneider et Auchan pour pratiques commerciales trompeuses. C'est la mise en cause de Vinci pour esclavage moderne au Qatar, alors que les travaux du groupe ont été particulièrement proactifs et positifs dans la gestion de cette situation. Nestlé Côte d'Ivoire, l'IFC, donc la Banque mondiale, le bras armé de la Banque mondiale, la société financière de la Banque mondiale, qui se trouve mise en porte-à-faux, notamment sur le non-respect de ses obligations de due diligence, pour bien bonne vérification des mesures de contrôle et des engagements ESG pris, et jusqu'à des sujets d'impact climat, avec ici en Allemagne 2017, la reconnaissance en Allemagne de la bonne acceptation en fait d'une plainte déposée par un agriculteur péruvien qui, ayant chiffré en fait l'impact du changement climatique sur son activité, a calculé quelle était la part de RWE dans la réalisation de ce changement climatique et a assigné en justice RWE, qui est donc un opérateur énergétique allemand, fortement engagé sur le charbon à l'époque, peut-être changé depuis, a reconnu la responsabilité de RWE et étudie actuellement encore la plainte pour savoir si 0,x%, je ne sais plus si c'est 3 ou 7, sont imputables directement à RWE. Ce qui serait une jurisprudence assez colossale, parce que vous vous rendez bien compte que d'abord RWE n'a pas d'activité au Pérou, donc en termes d'extraterritorialité, on fait véritablement un grand pas dans le potentiel de mise en cause. Et si la jurisprudence est créée, tout acteur étant capable de chiffrer l'impact de réchauffement climatique sur son activité serait légitime, du coup, à réclamer un pourcentage de la prise en charge de son adaptation à RWO. Autant dire que c'est la faillite de l'entreprise. Donc on voit qu'en fait, c'est cette montée en puissance de la soft law, portée par des textes généraux, comme celui d'ISO 26000, des Nations Unies sur les droits humains, de l'OCDE, les principes de conduite des affaires pour les multinationales, ou du droit du travail, avec l'ILO, qui progressivement s'inscrit dans un cadre de réglementation beaucoup plus contraignant. C'est un petit peu la montée en puissance du devoir de vigilance et donc la nécessité d'aller vérifier l'impact de ces activités partout au travers de sa chaîne de valeur. Pour illustrer le propos, l'un des cases qui est évoqué juste précédemment, mais qui est celui justement de Samsung, avec une première mise en cause par Sherpa, toujours cet acteur juridique qui a essaimé et a encouragé pas mal d'autres acteurs de la société civile à se doter de juristes. Mise en cause en 2013 par Sherpa de Samsung pour non-respect de son code éthique, violation de son code éthique sur notamment le travail forcé. La particularité, c'était en plus que Samsung était poursuivi en France, donc une filiale qui était mise en examen pour le comportement
de headquarter qui faisait fabriquer ces éléments, ces composants en Chine. Donc une triangulation un petit peu atypique, mais vous voyez qui perdure parce que la première mobilisation date de 2013 et on se retrouve avec en 2017 un dépôt de plainte par UFC Que Choisir, donc une montée en puissance, une gradation et une montée en compétence aussi des acteurs de la société civile sur ces sujets. Dans la montée en compétence des acteurs de la société civile, on a fait un premier recensement il y a quelques temps tout de même, et qui, je pense, n'a pu faire qu'augmenter, c'est la capacité qu'ont les acteurs de la société civile, les ONG, à mobiliser le recours des points de contact nationaux en charge du bon suivi des guidelines de l'OCDE sur la responsabilité sociétale des multinationales. Le constat de ce slide, c'est de vous donner un peu de visibilité sur la typologie ou tout type d'acteurs susceptibles de pouvoir mettre en demeure au bout du compte devant le PCN. Mais c'est aussi un élément intéressant que de voir que jusque dans les années 80-90, c'était beaucoup en fait les partenaires sociaux qui embarquaient les entreprises devant le PCN, qui est ni plus ni moins qu'un tribunal médiatique, dans le sens où vous saisissez une instance qui n'a pas vocation à émettre une condamnation juridique, donc obligatoire, mais qui oblige les parties prenantes à discuter et surtout qui rend public, en fait, d'abord la saisine, les différentes étapes de saisine et ensuite les conclusions. Ce qui veut dire que vous faites les highlights de la presse de manière assez régulière. En général, on s'en passe. Eh bien, depuis les années 80, 90, ce sont les ONG qui ont pris la relève dans l'instrumentalisation de ce mécanisme d'alerte et qui mobilisent de plus en plus les acteurs ces acteurs institutionnels devant lesquels les entreprises sont redevables. Ça, c'est un point sur la judiciarisation, mais un autre point est, et c'est le deuxième facteur aggravant, au-delà des mutations normatives des enjeux ESG, environnementaux, sociétaux, de gouvernance que nous suivons aussi les nouvelles formes de mobilisation sociétale. Et vous avez en tête très clairement la campagne, la première pression médiatique B2B2C orchestrée par Greenpeace sur Nestlé à l'occasion d'une campagne qui ne visait que Sinarmas, c'est-à-dire le fournisseur indonésien d'huile de palme. Eh bien, pour mettre la pression sur cet acteur indonésien accusé de déforestation d'un côté et d'atteinte à la biodiversité et notamment à l'environnement des orang-outans de la forêt indonésienne, eh bien, Greenpeace s'est attaché à mettre en scène une pression sur les acteurs ayant une image et une réputation ainsi que des produits vendus au grand public. Une pression de manière à ce qu'eux-mêmes exercent une pression B2B. Donc c'est du B2B2C ou B2C2B, un peu comme vous voulez. Mais vous avez en tête, je pense, cette campagne où on voyait un jeune collaborateur faire une pause Kit Kat, mordre en 2 Kit Kat, et des flots de sang qui sortaient des Kit Kat. Il se rendait compte qu'il venait de mordre dans 2 doigts orang-outan. Et tout de suite après, on voyait des images de déforestation. Ça avait fait un buzz assez colossal. Bien évidemment, une très grosse pression réputationnelle en ligne sur Nestlé, directement, ce qui accessoirement avait occasionné une perte importante finalement de vente, et un impact d'ailleurs sur l'emploi, puisqu'il y avait eu un arrêt dans le cadre de l'usine unique de fabrication. Et il faut avoir en tête que le premier acteur à avoir un impact, l'impact le plus direct sur le web, et notamment sur Facebook, c'est Greenpeace qui, cette capture d'écran à au moins 4 ans, avait plus de 80 000 abonnés en ligne sur son réseau Facebook. Vous voyez un petit peu l'impact que ça a, mais évidemment, ça a eu un impact dans les médias, puisque les médias ont relayé et relaté la campagne, ce qui a conduit Nestlé à rompre dans un premier temps ses contrats avec Sinarmas. D'autres entreprises ont également rompu progressivement leur contrat avec Sinarmas, notamment, et je ne les vois pas là, eh bien, le possesseur de la marque Barbie,
puisque Barbie avait fait l'objet de la même manière d'une campagne de Greenpeace sur le même sujet. Et ça a conduit ici Narmas à revoir progressivement ces conditions ces conditions d'opération en forêt amazonienne et à s'engager dans une démarche, une dynamique de responsabilité sociétale. Vous voyez l'impact du digital progressivement, qui, depuis une dizaine d'années, mais encore une fois, ça, je pense que je ne vous l'apprends pas trop, commence à avoir un vrai levier de mobilisation sur les opinions publiques, au point que, voilà, un nouvel exemple, Greenpeace qui pousse Lego à abandonner ses historiques figurines commerciales Shell. Lego faisait un pack avec une station Shell. C'était un accord partenarial de co-branding. Vous aviez toute la station-service Shell représentée que vous pouviez monter. Eh bien, l'action de Greenpeace sur le digital a imposé à Lego d'abandonner ses figurines et progressivement, Lego s'engage sur des figurines durables à utiliser du plastique soit recyclé, soit une alternative au plastique d'origine hydrocarbure. Encore une illustration, je vais parsemer mes slides d'un certain nombre de cases pour illustrer un petit peu mon propos. Dans cette montée en puissance de la pression digitale, on voit aussi la montée en puissance du boycott. Vous le voyez de manière très régulière. On va reprendre encore quelques exemples tout de suite après, mais l'une des plus emblématiques, c'est ce boycott au Maroc, ce qui devient assez nouveau, puisque jusqu'à présent, les boycotts étaient quand même une spécificité des pays de l'OCDE, des pays de l'Ouest, des pays dits développés. Mais on voit quand même ces fondamentaux se mobiliser, y compris dans les pays en voie de développement, les pays émergents. Ici, typiquement, Danone attaqué. Ici, Danone attaqué en même temps que deux autres marques marocaines pour des enjeux économiques. Voilà, donc c'est pour illustrer tout de même cette montée en puissance du boycott. Et vous allez voir tout de suite après les différents outils qui sont mobilisés par les acteurs de la société civile, ce qui permet d'orienter vers cette articulation de la mutation normative et des mutations digitales qui oblige à renforcer sa vigilance sur un certain nombre d'enjeux, à la fois dans sa chaîne de valeur, pour éviter tout ce qui est de l'ordre de la non-compliance avec les réglementations, les guidelines de l'OCDE, de l'ONU, de l'OIT et les engagements qu'on prend, au risque de se retrouver avec une judiciarisation articulée avec la mobilisation en ligne de la société civile. Vous avez ici un patchwork que je développe un tout petit peu après, mais des initiatives comme Boycott maintenant sont des applications qui permettent de développer du boycott en ligne qui peut aller jusqu'aux plaintes, jusqu'à des plaintes juridiques. Ce sont des plaidoyers citoyens, hein, au bout du compte, au même titre que les premières plateformes comme Change ou Avaz, ces pétitions en ligne que vous avez l'habitude de voir passer et que vous avez parfois même l'habitude de signer. Eh bien, progressivement, en fait, on est à deux doigts de la class action en ligne. Des premières class action en ligne avec actioncivile.com, mais qui ne bénéficient pas du levier médiatique des ONG, ce qui est un vrai relais. Des initiatives de financement participatif avec Citizen Case. Encore une fois, on est sur de l'imagination et de la disruption. Citizen Case, c'est ni plus ni moins qu'une plateforme de crowdfunding. Et le crowdfunding, c'est plutôt sympa, a priori, parce qu'il s'agit en général de financer une initiative, un projet, un voyage, une start-up ou un film, et on a des remerciements à la fin, on a le générique, des goodies. Là, avec Citizen Case, vous avez la possibilité de financer des plaintes parce que telle association locale est en conflit avec tel industriel local, soit elle est en justice, mais se retrouve démunie parce que les frais d'avocat sont relativement importants. Et donc, pour rémunérer les avocats qui vont aller porter plainte contre l'entreprise qui peut être une entreprise polluante ou non satisfaisante sur le plan éthique, eh bien, font appel à ce qu'on appelle la love money, c'est-à-dire qu'elle vous propose de participer à son combat pour 5, 10 ou 15 euros, et c'est un vrai levier de mobilisation. Voilà une reprise un tout petit peu de mes propos. Voilà, la pétition en ligne en termes de mobilisation citoyenne, le crowdfunding qui devient un levier de financement des actions en justice. Ici encore, des plateformes d'alerte, de lanceurs d'alerte,
qu'on voit émerger partout dans le monde, et notamment en Afrique. Ulula, qui est une plateforme qui est plutôt dédiée aux acteurs industriels qui ont envie d'avoir une visibilité sur les impacts qu'ils ont et faciliter la remontée d'alerte, ou encore des plateformes d'alerte destinées à dénoncer la corruption dans un pays comme I Pay a Bribe ou No Backshish. C'est la capacité que tout citoyen peut avoir maintenant de repérer ou récupérer en fait le matricule au bout du compte du policier qui lui a extorqué de l'argent pour le dénoncer et faire remonter cette plainte. Les Wild Leaks sont là de la même manière, mais sur les enjeux de protection de l'environnement. Donc on voit une nouvelle forme de mobilisation qui n'est pas neutre et qui trouve dans l'ensemble de ces mutations normatives et sociétales un élément déclencheur, un facteur déclencheur qui a tout fait basculer, j'aurais tendance à dire, et accélérer notamment ce qui est de l'ordre de la judiciarisation, c'est le Rana Plaza, dont vous avez dû prendre connaissance, notamment parce qu'un certain nombre de marques françaises ont été incriminées et sont encore en poursuite sur le sujet. Après, il faut laisser le temps de la justice et on verra ce que cela donne. Mais c'est ce bâtiment sur 8 étages qui accueillait près de plus de 3000 employés du textile au Bangladesh, qui s'effondre sur ces près de 8000 employés. 3000, en fait, un peu plus de 3000 étaient présents sur le site. 3000, 1300 morts, autant vous dire, autant si ce n'est plus, de personnes handicapées et handicapées à vie. Un rebondissement colossal, je pense que vous vous en souvenez, de toute façon, quand on a pu voir l'ensemble des couvertures médias sur le sujet, on a pris conscience du fait aussi que l'on achetait des produits qui étaient fabriqués dans des conditions qui n'étaient pas les meilleures pour ceux qui les fabriquaient. Et c'est ce qui a véritablement déclenché une prise en compte sociétale du côté de l'opinion publique, et donc l'obligation pour le décideur public que d'agir sur le sujet, ce qui a poussé typiquement d'abord des ONG à poursuivre plus spécifiquement Auchan, puisque des étiquettes de marque Auchan avaient été retrouvées. Ça a poussé le secrétaire d'État au commerce extérieur à l'époque, de demander au point de contact national français, vous avez son titre complet, point de contact national français pour la mise en œuvre des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, de savoir comment est-ce que les entreprises multinationales françaises se comportaient dans la filière textile et habillement. Et suite à cette saisine assez atypique, eh bien, un certain nombre de conclusions assez exigeantes avaient été portées, mais elles n'étaient toujours pas contraignantes. Mais ça a permis d'aborder ou d'aller jusqu'à la loi sur le devoir de vigilance, que l'on retrouve ici citée avec le propos d'Amnesty. Et c'est véritablement cette extension, ce case qui a obligé les entreprises françaises à prendre en compte plus spécifiquement les droits humains et surtout à agir de manière extraterritoriale dans leur filière et chaîne de valeur. C'est donc ce fait déclencheur qui a aussi rencontré des attentes de parties prenantes très très fortes, qui montent en puissance depuis 2008 et depuis 2012. 2008 avec l'affaire Enron, mais surtout 2012 avec la crise des subprimes, ce moment où les cadres notamment se sont réveillés un matin en se demandant pourquoi est-ce qu'ils travaillaient et pourquoi est-ce qu'ils travaillaient au bout du compte uniquement pour cette financiarisation de la société. Donc il y a eu cet électrochoc qui a conduit à la montée en puissance du côté des salariés d'un développement plus fort d'une fierté d'appartenance, du côté des opinions publiques d'avoir plus de responsabilités ou que les opérateurs, acteurs, marques aient plus de responsabilités dans leur pratique, de la part des actionnaires à limiter le nombre de controverses impactant le business, le crédit social et la réputation, obligeant au bout du compte les acteurs économiques à plus consulter et se concerter avec les communautés. On est dans ce boom qu'on connaît actuellement depuis une petite dizaine d'années, la recherche de sens, la recherche de valeur et le développement durable. Voilà, et ces mutations normatives et sociétales nous amènent jusqu'au devoir de vigilance. Et ici, vous avez une frise
qui est une reprise mise à plat au bout du compte de l'iceberg du début de la séance, et qui renvoie à la loi devoir de vigilance raisonnable et la loi Sapin 2 qui ont été inscrites dans les textes en 2017 et qui obligent à un certain nombre de contraintes en matière de gestion des risques, cartographie des risques et mise en œuvre de plans d'action de réduction de ces risques. C'est l'illustration ensuite de mon propos, et je pense aussi aux professionnels que vous êtes ou que vous serez bientôt. Cette nouvelle obligation qui est en train de prendre en plus une dimension européenne est une véritable révolution au sein de l'entreprise, puisque jusqu'à présent, l'obligation portait essentiellement sur la gestion de ses risques propres, sur ses sites et dans ses périmètres. Or là, cette réglementation oblige à aller identifier, traiter et rendre compte de risques qui sont jusqu'au dernier rang de leur chaîne de valeur, ce qui veut dire leur chaîne de sous-traitants, de rang 1, de rang 3, de rang 4, de rang 7, de rang 8. L'OCDE souhaite qu'on aille jusqu'au rang 8. Le rang 8, ce sont les mines. Hein, c'est le rang le plus éloigné pour une entreprise dans sa chaîne de sous-traitance. C'est la prise en compte des risques sociaux, environnementaux et de droits humains dans le secteur minier, en Afrique notamment, en Amérique latine, en Asie parfois. Mais c'est véritablement ce qui révolutionne un petit peu le sujet et oblige aujourd'hui certains acteurs comme Apple à se doter de filières de cobalt responsables, donc à sécuriser ses approvisionnements et être plus exigeants en matière de traçabilité risque de ces intrants. Voilà. Ici, vous avez de manière assez succincte et détaillée les 3 temps de l'exercice de vigilance, qui sont relativement clairs, puisqu'on est sur une cartographie sur des risques qu'il s'agit d'identifier, d'évaluer, de traiter et ensuite de rendre compte dessus. La difficulté de l'exercice, mine de rien, c'est que c'est toujours compliqué pour un acteur nucléaire, par exemple, de faire la pédagogie d'un risque quand on est sur une centrale nucléaire. Voilà, parce que bien évidemment, quelle que soit la typologie du risque, le simple fait d'évoquer le risque suscite l'angoisse. Vous imaginez bien ce que ça peut donner. Et puis, c'est une pratique assez nouvelle qui demande aussi un travail de cohérence et d'effectivité, mais aussi d'acceptation de la part des différentes parties prenantes, parce que il ne s'agit pas de demander aux entreprises de sauver le monde en 10 ans, surtout qu'elles ne sont pas non plus au cœur de ces enjeux de manière directe, mais d'être dans une démarche de progrès. C'est impliquant, cette loi, parce que derrière, il ouvre en fait aux parties prenantes la possibilité de demander, de documenter les risques graves et la prise en compte de ces risques graves par l'entreprise. Ce qui donne un risque d'exposition juridique et médiatique, ou du moins à ce stade médiatico-juridique, puisque l'entreprise peut être mise en demeure si le plan de vigilance publié est considéré comme inadapté. C'est donc une interpellation publique sur laquelle les ONG ont pris l'habitude non seulement de déposer la demande la plainte devant la justice, mais de communiquer ensuite dessus. Il y a un délai de réponse de 3 mois. Le juge, en fonction des éléments reçus par l'entreprise, opte pour l'ouverture d'une enquête ou pas. Et en cas de dommage, la mise en jeu de la responsabilité civile de l'entreprise peut être engagée, voire le pénal du dirigeant pour les ONG qui savent articuler le droit. Donc, en synthèse, une responsabilité civile, une responsabilité pénale potentielle et un impact réputationnel très clair qui se retrouve finalement auprès de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Ça impacte la confiance que l'interne peut apporter ou avoir en son management et à la bonne gouvernance de son entreprise. Des jeunes diplômés qui peuvent, comme c'est le cas avec une pétition actuellement qui circule, ne plus vouloir aller s'engager ou être recruté dans une entreprise qui ne respecte pas, par exemple, les enjeux climatiques et qui ne s'engage pas dans la résolution de ces enjeux. Crise de confiance avec les clients, avec les consommateurs, une dégradation de la relation avec les acteurs institutionnels et les autorités de régulation, vous vous en doutez, et une dégradation des notes extra-financières qui prennent de plus en plus d'importance avec un questionnement des investisseurs. Donc, toutes les parties prenantes sont
à ce stade directement concernés, mobilisés et qui vont questionner ensuite les acteurs. Bienvenue Antoine. Et en quoi cela concerne chacun? Et là, je parle pour tous ceux qui sont en entreprise ou qui vont l'être bientôt. En fait, ça impacte l'ensemble des activités au sein de l'entreprise, puisque ça touche autant le business, notamment dans le choix des clients, dans les conditions contractuelles et la pratique des affaires que l'on peut avoir, le juridique et la compliance avec les clauses RSE qui doivent être développées, les audits et le suivi des engagements volontaires, ou encore, eh bien, au sein des ressources humaines, tous les principes d'équité de traitement. C'est les principes de parité, d'intégration, de la diversité, d'inclusion, qui font que la pression sociétale et réglementaire devient de plus en plus forte sur le sujet, et que si vous ne les respectez pas, vous pouvez ensuite être mis en porte-à-faux juridiquement, mais également sur le plan réputationnel. Bon, je passe rapidement sur l'ensemble de ces slides, puisque chaque point mériterait d'être développé, et bon, je pourrais rester 10 minutes sur chacun des points, mais je pense que vous en avez une bonne visibilité. On pourra, le cas échéant, en parler après. Comment ça s'articule et comment les choses se font? Eh bien, le premier principe, au bout du compte, des parties prenantes va être d'aller étayer, au bout du compte, sa mise en demeure en publiant un rapport qui expertise et qui documente les risques, ici sur la déforestation, pour aller ensuite mettre en porte-à-faux des acteurs comme Sodexo, Auchan, Carrefour, Casino, Bigard, U, de manière à, sur le même principe que le dossier ou l'affaire KitKat, exercer une pression pour que ces enseignes, ces marques, fassent le choix de chaînes de valeur et de chaînes de fournisseurs plus responsables. Voilà. Donc on voit bien les articulations qui peuvent être faites et comment est-ce que l'orchestration d'une pression d'une marque B2C peut se répercuter dans les relations B2B. Les premières mises en demeure arrivent d'ailleurs sur ce devoir de vigilance, puisqu'on a déjà un case, deux cases, trois cases, mais je n'en évoquerai que deux. Le premier, c'est EDF France qui est mis en porte-à-faux sur le non-respect du droit des communautés à un consentement préalable, libre et éclairé dans le cadre d'un projet de parc éolien. Voilà, c'est une saisine, un dépôt de plainte. On attend la décision de justice pour savoir justement s'il y aura, si le juge accepte la plainte sur le sujet. Mais sur Total, on a déjà une première assignation en référé sur la base du devoir de vigilance, puisque sur le même principe, de demande de plainte, enfin de dépôt de plainte sur plan de vigilance, Total se trouve en effet dans l'obligation d'aller investiguer beaucoup plus loin dans sa chaîne de valeur euh, euh, pour bien narguer du fait qu'elle a tout mis en place pour limiter ses risques, et cela sera redevable devant le public et l'audience. On est donc sur des mutations normatives. Vous voyez, on s'était arrêté à 2017 avec ces lois sur le devoir de vigilance. Maintenant, on est en 2020. Il y a bien évidemment bon nombre d'évolutions sur le sujet. Dans la continuité de ces lois sur le devoir de vigilance, vous avez les mêmes lois qui se sont inscrites dans la réglementation néerlandaise et sous un intitulé légèrement différent en Australie, et puis progressivement une directive européenne qui est en cours d'élaboration sur le devoir de vigilance, de manière à harmoniser dans un cadre européen sur les 27 pays cette fois-ci ces nouvelles obligations, mais aussi de l'élargir sur un certain nombre de points, puisqu'aujourd'hui, la loi sur le devoir de vigilance ne s'applique en France que pour les 500 premières grandes entreprises françaises ou filiales d'entreprises étrangères, mais ayant plus de 10 000 collaborateurs sur le territoire français. On va vers un cadre européen, bien évidemment, sur le sujet. Nouvelle articulation dans cette convergence des compliance et dans cette mutation normative portant des risques juridiques, sociétaux et réputationnels, c'est la loi Pacte. La loi Pacte qui articule dans son premier point la notion d'intérêt social, ou du moins le fait qu'au cœur de l'intérêt social de l'entreprise se trouve l'obligation de s'intéresser aux impacts environnementaux et sociaux de son activité. C'est une articulation qui a été faite en fait pour bien, ici vous voyez la petite flamme de la fusée, pour bien faire partir le
la notion de devoir de vigilance et les obligations, puisque maintenant les entreprises, dans leur statut juridique et dans leur ADN, ont vraiment l'obligation d'aller rechercher cet impact. Donc voilà, c'est une vraie articulation avec en plus la notion de raison d'être et de société à mission, d'entreprise à mission, qui donne l'opportunité au bout du compte aux entreprises de s'engager plus fortement, notamment en mettant leur raison d'être dans le statut juridique de l'entreprise, ce qui occasionne des risques supplémentaires, puisque derrière, les engagements pris, déposés dans les statuts, ont une obligation juridique plus forte et un cadre contraignant plus fort. Donc, on s'attend à des poursuites plus spécifiques sur ces raisons d'être non respectées, parce qu'il est en même temps bien naturel, si un acteur déclare vouloir sauver le monde par la nutrition et qu'il tue des enfants avec des yaourts, même par maladresse, malencontreusement, il est très clair que son engagement sociétal lui sera reproché. Et au-delà de la perte de crédibilité, il y aura des arguties juridiques sur le sujet. Voilà, en effet, comment s'articule la directive Barnier et la loi sur le devoir de vigilance avec les obligations des unes et des autres, et qui, voilà, trouve ici un élément supplémentaire avec la loi Pacte. Cet intérêt social ouvert aux enjeux sociaux et environnementaux oblige l'entreprise à avoir une meilleure maîtrise de sa chaîne de valeur, au risque de perdre en crédibilité, en réputation, et de perdre en optation sur les performances extra-financières et d'être poursuivie juridiquement au regard de l'obligation de faire qu'elle s'est donnée en s'assignant une signature publicitaire dans ses statuts. Voilà succinctement un petit peu les mécanismes juridiques vers lesquels on tend. Ce qu'il faut aussi constater, c'est le fait que les parties prenantes créent de plus en plus de passerelles d'advocacy juridique entre les différents enjeux jusqu'à l'accaparement des terres. Vous voyez ici que des enjeux comme la justice climatique et les droits humains sont directement corrélés par les acteurs. Et il est vrai que l'impact du climat aura des impacts sur les droits de l'homme. Donc, quand vous avez une responsabilité sur le changement climatique, vous êtes susceptible d'être mis en porte-à-faux sur vos droits humains. De la même manière, la fiscalité responsable, le civisme fiscal est un levier qui est susceptible, si vous ne le prenez pas en compte, de vous être reproché pour atteinte, encore une fois, aux droits de l'homme. Et vous avez des ONG qui sont vraiment en train de s'articuler sur le sujet. Quelques illustrations de mutations normatives à venir. On va aller de la justice climatique qui est déjà en cours. Je vous ai cité le cas du Péruvien qui demande justice auprès de RWE et en Allemagne, avec ce principe d'extraterritorialité assez folle, qui est que vous pouvez être jugé pour des actes à l'autre bout de la planète, et alors que vous n'avez pas d'activité en tant que tel nom propre. Mais vous avez aussi de plus en plus de pétitions en ligne et de pétitions juridiques de citoyens qui poursuivent leur État. La France est concernée, les Pays-Bas sont concernés, et on monte jusqu'à l'écocide. C'est cette petite illustration du revolver pointé sur la nature, sur la terre-mer. L'écocide, c'est la reconnaissance du fait que la nature, la terre et d'une manière générale, les éléments naturels ont un statut juridique en tant que tel, et un droit et un devoir d'être représentés. Et des jurisprudences commencent à se créer, notamment en Colombie, avec la reconnaissance de la rivière Atrato comme personne titulaire de droit. La partie de l'Amazonie, du fleuve Amazon, de la forêt amazonienne, est également reconnue comme étant personne titulaire de droit, toujours en Colombie. Vous avez véritablement un essor pour qu'il y ait une reconnaissance juridique d'une manière générale de la nature, tout ça pour militer en faveur de la création d'un tribunal international des droits de la nature et la reconnaissance du crime d'écocide. C'est un vrai levier qui a été d'ailleurs l'une des propositions faites dans le cadre de la Convention citoyenne climat, qui a été non pas mise de côté par le président de la République, mais il a argué du fait que cette dimension ne pouvait être qu'internationale
et ne pouvait être porté au niveau uniquement d'un pays ou d'un État. Il s'est attaché à assurer le suivi pour qu'au niveau international, cette notion d'écocide soit prise en compte. Et ce sont des acteurs qui ont une capacité d'influence très très forte, puisqu'il y a encore 2 semaines, ils étaient avec le pape pour plaider autour de la reconnaissance de l'écocide, ce qui, en termes d'impact sur la sécurité juridique des acteurs, de manière générale, et pas seulement des entreprises, est un vrai point de complexité que nous aurons à gérer, comme il y a un tribunal international pour les droits de l'homme au champ de choses. La mutation actuelle, et vous la connaissez aussi, c'est bien évidemment le renforcement de la notion de devoir de vigilance sur les enjeux de travail forcé et d'esclavage moderne. Tout le monde a pu voir au bout du compte cette mobilisation, notamment de Raphaël Glucksmann, pour la reconnaissance du génocide des Ouïghours, ça c'est un premier point, et de l'exploitation de ces Ouïghours dans des camps de travail forcé. On est typiquement dans la continuité de l'action post-Rana Plaza et qui commence à véritablement impacter les acteurs qui se rendent compte qu'en effet, un certain nombre de leurs sous-traitants ou des sous-traitants de leurs sous-traitants font appel à ces camps dédiés au travail forcé des Ouïghours. Donc voilà, derrière, sous la pression médiatique, un certain nombre d'entreprises qui rompent leur lien avec ces fournisseurs et ça a véritablement un impact. Et puis, toujours dans les mutations normatives et sociétales à avoir en tête, ce sont d'abord la création d'éco-syndicats, ne serait-ce que le rapprochement typiquement de la CGT avec Oxfam et Greenpeace pour défendre l'environnement, ce qui est un point qui n'est pas tout à fait neutre, mais aussi et surtout l'association Printemps écologique, qui est un syndicat environnementaliste. C'est comme si, à la place de la CGT au sein de votre entreprise ou de votre organisation, vous aviez un acteur actif de la société civile engagé dans la lutte pour la défense de l'environnement, qui engagerait les collaborateurs, vos collaborateurs en interne, à se mobiliser ou à se démobiliser. On peut voir les choses des 2 points dans la lutte, ou vis-à-vis d'employeurs qui ne sont pas actifs dans la gestion de l'enjeu climatique. Donc, vous voyez aussi qu'il y a une mutation. Il faut garder en tête qu'il y a une perte de vitesse progressive des partenaires sociaux traditionnels, de la représentation syndicale, que ce sont des acteurs qui progressivement ne répondent plus vraiment au bout du compte aux attentes, aux combats, aux conflits internes au sein des entreprises et que la dimension environnementale prenant le lead, on n'est pas à l'abri d'avoir un acteur de la société civile embarqué in-house au sein de votre boîte. L'autre point, c'est encore une fois les nouvelles formes de dénonciation ou d'alerte, et notamment le fact-checking, puisque vous avez là, tout récemment, une organisation qui s'attache à vérifier l'ensemble des engagements pris par les majors pétrolières pour vérifier justement si elles sont compatibles avec les efforts, si les engagements pris sont tenus des faits. C'est ça le point. C'est tout simplement si telle entreprise s'engage à faire telle chose et bien voir dans quelle mesure elle tient véritablement ses engagements. C'est un véritable levier d'advocacy avec atteinte à la réputation, mais derrière un réel potentiel également en termes de poursuites juridiques. Donc, dossier à suivre. Ça nous oblige au bout du compte à prendre en compte un nouveau prisme dans la gestion des risques. Nous sommes tout le monde dans le club risque de l'AEGE, et de voir un petit peu, lorsque l'on fait les évaluations et les audits de risque traditionnels, d'aller évaluer les nouveaux risques juridiques, sociétaux et réputationnels sur les enjeux ESG, qui jusqu'à présent étaient relativement éloignés. Pourquoi ? Parce que les avocats, qui sont les défenseurs de l'entreprise, ne tiennent ou ne pris en compte pendant longtemps que ce qui était de l'ordre du droit dur lié à des impacts, à des amendes, à une réglementation contraignante, et ont du coup relativement délaissé pour partie ce qu'on a appelé pendant longtemps le droit mou, devenu le droit souple, dans la bouche du Conseil d'État qui en 2016 a des droits souples en parlant justement de ces normes, ces cadres normatifs dans lesquels s'inscrivaient les acteurs, notamment économiques, mais qui n'apportaient pas de réponse contraignante.
Et donc, une nouvelle grille d'analyse nécessaire dans l'évaluation de ces enjeux et de ces impacts pour bien prendre en compte ces différents risques, ces différents nouveaux risques. Voilà, et pour avoir une sphère un peu plus large en termes de visibilité sur la matérialisation de ces enjeux et les paramètres essentiels pour bien prendre en compte ces nouveaux risques ESG, eh bien, chez Affection Mutanti en l'occurrence, on a déterminé une méthodologie spécifique qui s'articule autour de la prise en compte de 4 facteurs clés, ces mutations normatives dont on parle depuis tout à l'heure et qui progressivement engagent les entreprises, y compris sur les engagements qu'elles prennent elles-mêmes de manière volontaire et publique. Cette notion de nouveaux risques juridiques, sociétaux et réputationnels que je vous ai présenté il y a une minute, la notion de sphère d'influence qui est une notion extrêmement mouvante qui a du mal à se déterminer, qui est celle qui doit permettre à un moment de dire quelle est notre part de responsabilité en fonction de ces impacts, et puis les attentes de parties prenantes qui sont ni plus ni moins que le nouveau baromètre de conduite des affaires, à savoir comment anticiper et gérer au mieux ces attentes et ces comportements. La réponse à tout cela est dans la RSE, puisque bien évidemment, mon cœur de business, c'est tout de même la responsabilité sociétale des organisations, des droits humains et l'investissement socialement responsable. Donc derrière, le seul levier pour bien gérer ces enjeux, notamment de compliance, c'est d'aller dans l'extra-compliance, c'est-à-dire de s'engager toujours plus dans la recherche permanente d'impact positif et de création de valeur pour garantir notamment une meilleure acceptation locale quand on est un acteur industriel, de meilleures relations avec les décideurs publics, une plus grande fierté d'appartenance en interne, une plus grande adéquation avec les attentes des clients. Et j'en ai fini, je vous laisse prendre note de mes coordonnées, c'est toujours utile, et j'ai hâte d'entendre vos questions en ayant réussi à tenir sur une petite heure, ce qui je crois convient très bien à Yasmine. C'est parfait. Merci beaucoup pour cette présentation qui était extrêmement intéressante et qui a suscité énormément de questions que je vais vous donner. En fait, je vais vous transmettre ces questions. Alors malheureusement, il y en a beaucoup, donc on va peut-être pas pouvoir toutes les poser, mais on va essayer. Donc, je vous la lis. Certains observateurs accusent certaines ONG d'être financées par des officines paragouvernementales et de poursuivre un agenda politique caché. Quel est votre avis sur la question? Toute organisation humaine est perfectible. Donc derrière, vous pouvez avoir en effet des acteurs notamment politiques cherchant à exercer une forme de soft power, parfois agressive, en mobilisant des acteurs de la société civile, ces derniers en ayant connaissance ou pas. Voilà, donc après, on est là sur les thèmes de la guerre économique assez classique, sur lesquels en plus je pense que vous avez tous eu des cours, sur des interpellations parfois classiques, parfois traditionnelles, plus ou moins étayées, plus ou moins justifiées, c'est toute la limite aussi de l'exercice. Avant de alléguer, il faut pouvoir véritablement justifier, étayer. D'accord. Sinon, on se retrouve quand même un petit peu, lorsque les arguments qu'on sort sont infondés, à ne faire que vilipender. Et c'est, je crois, le mot de Beaumarchais qui disait calomnier, calomnier, il en restera toujours un petit peu. Bon. Voilà. Après, je ne suis pas au sein d'instances publiques ayant une capacité à aller vérifier ces allégations. Alors, pensez-vous que les lanceurs d'alerte jouent un rôle important sur les avancées de la RSE en Afrique, étant donné qu'ils sont accusés d'être à la solde des pouvoirs en place? Alors, on retombe un tout petit peu et toujours en fait sur le même sujet. La principale question est de savoir quel est le meilleur représentant de l'intérêt général. Et ça, c'est une définition qui est toujours un petit peu compliquée à aborder, puisque d'abord, il y a des définitions qui sont différentes entre le monde anglo-saxon et le droit romano-germanique. Ça, je prends les choses de haut. Derrière chaque acteur, en effet, il est légitime de se poser la question de savoir qui est derrière, / à qui profite le crime.
c'est naturel. C'est un travail aussi de due diligence qu'il est nécessaire de faire, mais à partir du moment où vous êtes en relation avec une partie prenante, y compris ONG, vous devez d'avoir une visibilité en effet sur qui elle est, ses modalités d'action et ses modalités de financement, le cas échéant. Euh, pour l'Afrique, qui est un terrain sur lequel on opère un peu plus spécifiquement, même si on ne peut pas dire qu'on opère en Afrique, hein, encore une fois, c'est 54 pays. Hein, donc, je ne suis pas à la tête d'une multinationale ayant des dizaines de soldats de l'information sur les 54 pays. Mais en l'occurrence, on est sur des territoires où la démocratie est à se consolider et à se finaliser, des instances, notamment médiatiques ou des organisations médiatiques qui sont aussi en devenir, qui peuvent être parfois instrumentalisées, c'est très clair. Il ne faut pas se leurrer sur le sujet. Donc, c'est vraiment un travail d'analyse des parties prenantes qui doit à un moment permettre de savoir si on a une sincérité dans l'engagement lié à ces lanceurs d'alerte ou une forme de dualité, pour ne pas parler de duplicité. D'accord ? Mais c'est vraiment, les lanceurs d'alerte en soi, c'est vraiment une thématique émergente dans le sens où ça fait à peine 5-7 ans qu'on en parle, que les premières directives et réglementations nationales abordent le sujet, s'engagent justement à les protéger ou à les préserver, hein, que ce soit au travers de la loi Sapin 2, dont on pourrait passer 1 heure et demie. On pourrait passer 1 heure et demie ensemble sur le sujet, la loi Sapin 2 ou encore la loi sur le devoir de vigilance. Donc, il y a un périmètre, il y a vraiment un sujet. Après, vous avez des organisations en Afrique qui montent en puissance aussi et qui ont un niveau d'exigence supérieur à ce qu'on peut trouver de manière assez classique. Après, moi, j'ai vu des ONG en Afrique qui étaient en effet des ONG de raquettes. Voilà, donc qui cherchent une mise en cause, notamment médiatique, pour pouvoir obtenir des fonds, mais là, on est aussi sur des questions d'éthique des affaires, de corruption, ce genre de choses. Et puis, il y a des ONG qui sont sincères, donc qui font leur travail de représentation d'intérêt, qui ont leur utilité, hein, très clairement. Existe-t-il un label garantissant le respect des référentiels sociétaux qui permettrait aux consommateurs de choisir les produits des sociétés responsables? Alors, en fait, il n'existe pas un label, il existe une foison de labels. Et il est assez compliqué de se repérer dans le jungle de labels. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le gouvernement français est en train de se pencher sur le sujet. Mais vous avez une vraie diversité de labels. Si on prend les labels dans le papier, par exemple, vous avez 2 labels, le label PEFC et le label FSC. FSC, Forest Stewardship Council. PEFC, c'est la réponse des industriels européens au Forest Stewardship Council. Le label de la FSC est attribué après audit par la FSC. Donc, c'est un label a posteriori, alors que le label PEFC est un label attribué a priori, c'est-à-dire avant que l'entreprise ne se soit corrigée sur le plan de ses impacts environnementaux et sociaux. Donc, vous pouvez avoir une diversité très, très forte. Et actuellement, en France comme au niveau européen, on est en train de se battre, entre guillemets, pour bien déterminer les labels, sachant qu'il faut garder ce point en tête, cette notion de label, comme les notions d'agence de notation extra-financière, sont aussi un vrai enjeu de soft power et que les acteurs américains vont vouloir typiquement imposer leur label parce que ces labels préservent mieux ou protègent mieux, préparent mieux leurs entreprises. Très bien, merci. Autre question, cette fois-ci de Wilson. Quel risque juridique pèse sur des acteurs qui usent de manière malveillante, donc illégalité avérée ou diffamation, la RSE? Illégalité avérée, vous avez une contrainte réglementaire, hein, donc si vous arguez du fait, si vous faites du greenwashing, si vous ne respectez pas la réglementation environnementale, vous êtes susceptible d'être condamné. Alors après, dans un pays à gouvernance perfectible où le recours au non-respect de la réglementation, c'est la corruption, vous êtes doublement condamnable au bout du compte, hein. Mais c'est vrai que vous en avez échappé potentiellement, temporairement ou quoi au caisse. Nous, quand on fait nos audits des risques, on commence par regarder les risques de corruption au sein de l'entreprise et sur les territoires sur lesquels elle opère. Pourquoi ?
parce que qui peut le plus peut le moins. Donc, qui peut corrompre, en fait, va aussi ne pas respecter l'environnement, parce que finalement, elle pourra corrompre pour s'affranchir de la réglementation. D'accord? Donc, c'est un point. Et puis, le greenwashing commence à être véritablement poursuivi en France. On a quelques cases du côté de l'UFC Que Choisir notamment. Donc, ce sont les allégations mensongères, comme pour le case Total Erika, sont susceptibles de vous emmener devant le tribunal. Illégalité avérée, ça, on l'a vu. Hein, de toute façon, il y a poursuite en justice d'un côté pour illégalité avérée, non-respect de la réglementation sur le plan environnemental. Mais en plus, vous pouvez être poursuivi en effet par une ONG pour allégation mensongère et publicité mensongère. Et puis, sur l'autre point, diffamation, vous avez la 17e chambre correctionnelle de Paris, qui traite tous les sujets de diffamation. Donc, vous pouvez être poursuivi par diffamation, tout simplement, par l'acteur que vous avez diffamé et qui vous poursuit en justice. Donc, et ça peut être d'acteur économique à acteur économique. Mais les entreprises sont quand même particulièrement attentives à ces enjeux. Et en tout cas, dans les pays de l'OCDE, dans les pays d'Europe de l'Ouest, voilà, on est un peu attentif à ces dimensions-là parce qu'on sait qu'en fait, le recours juridique est assez rapide. Et finalement, elles sont, je trouve, personnellement, pour en accompagner beaucoup depuis une vingtaine d'années, chez Burson, chez Publicis et chez Affection dit maintenant, elles sont quand même assez responsables. Majoritairement très responsables. Ça n'empêche pas les petites défaillances humaines, ça c'est très clair. Merci. Alors, question posée par Olivier, donc question d'actualité, au vu des enchères qui ont débuté ce matin. Voyez-vous venir la prise en compte via la RSE des impacts environnementaux du développement de l'IT? Question de la 5G, mais aussi des data centers, des GAFAM et autres. Alors là, encore une fois, on peut faire un webinaire d'1 heure et demie sur le sujet. Vous avez cité trois enjeux, les GAFA, typiquement, avec un des process de gouvernance qui reste perfectible, une fiscalité qui reste à rendre civique, mine de rien. En même temps, il joue pleinement du différentiel de fiscalité au niveau européen. Tant qu'on n'aura pas une fiscalité unique et que si cela n'a pas changé, l'Irlande continue à taxer les entreprises qu'à 7% de leurs bénéfices versus 25% ou 26% en France, vous aurez des acteurs qui iront faire de l'optimisation fiscale. Sans être polémique, il faut juste regarder un tout petit peu certains éléments relativement drôles, comme des entreprises publiques telles qu'EDF qui font de l'optimisation fiscale. Donc ça, c'est pas neutre, puisqu'en fait, elles optimisent fiscalement au détriment de l'État. Voilà, je mets un petit pavé dans la mare. Sur l'impact émissions de CO2, effet de serre du numérique, oui, il est exponentiel. Et en effet, il semblerait, c'est ce qui sort un peu dans les derniers articles de presse, que la 5G serait encore plus consommatrice, en effet, d'énergie, donc encore plus émettrice de CO2. C'est un véritable enjeu. Après, vous avez des acteurs comme certains data centers, notamment français ou européens, qui partent de leur data center et en effet de leur production importante d'énergie calorique, de chaleur, pour développer des technologies énergie renouvelable et réutiliser cette énergie devenue propre, en tout cas, pour refaire de l'énergie et de l'électricité. Il y a un impact, il y a un enjeu éthique dans ces nouveaux usages qu'il va falloir traiter parce qu'en fait, on est sur une mutation sociétale dont on ne sait pas quels sont les impacts ou les incidences à moyen et long terme, tout comme on ne connaît pas l'impact sanitaire des vaporeuses, des vaporettes là, qui remplacent la cigarette. La cigarette, on sait que ça donne le cancer. Les vaporettes, je pense qu'on n'a pas le retour d'expérience suffisant après 20 ou 25 ans d'études scientifiques et sanitaires et épidémiologiques pour savoir quel va être l'impact sur le corps humain de ces nouveaux petits trucs. Merci Pierre-Samuel. Alors là, nous arrivons à la fin de l'heure qui était allouée, même de l'heure et quelques qui était allouée donc à cette conférence. Ce que je propose aux participants, c'est n'hésitez pas à revenir vers moi avec des questions que je transmettrai volontiers
à notre intervenant d'aujourd'hui. La conférence a été extrêmement intéressante puisque aujourd'hui elle est bien largement félicitée dans les commentaires, vous pouvez voir. Merci. Sachez également pour tous ceux qui ont apprécié cette intervention que Pierre-Samuel Gage ainsi qu'Affection Mutendi seront également présents au Risque Day de la EGE, donc qui se déroulera le 3 novembre, donc une journée entière sur la gestion des risques. On vous attend de pied ferme, hein. Écoutez, avec plaisir. Je sais qu'on intervient avec Michel Sapin le matin. On a le plaisir de le mobiliser pour la GE et on parlera des risques ESG avec une focale corruption un peu plus prononcée puisque c'est l'auteur de la loi Sapin 2. Hein. Et je pense que Michel sera un très très bon intervenant. Hein, donc n'hésitez pas. Et puis ensuite, en effet, on a un atelier plus spécifique sur ces risques l'après-midi. Donc, je vous donne rendez-vous et en attendant, vous avez mon email et mon portable. Absolument. Et puis ce sera l'occasion effectivement pour les intervenants de pouvoir voilà, vous voir en face à face, hein, chose comme vous l'avez dit qui n'a pas pu être possible aujourd'hui du fait des conditions sanitaires. Pour le 3 novembre, toutes les informations sont sur le site de la EGE. Donc les inscriptions sont gratuites mais obligatoires, hein. Les places sont limitées, hein, vous avez bien vu, on a Michel Sapin avec nous. Donc voilà, on a un très beau programme. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller et à vous inscrire pour pouvoir avoir une place. Voilà. Écoutez, je remercie tout le monde en tout cas d'être venu ce soir et d'ici une semaine, vous aurez le replay de cette conférence qui sera disponible sur YouTube au cas où vous voulez la revisionner. Eh bien, merci à tous. Merci de votre écoute et de vos questions. J'espère que ça a répondu à un certain nombre de points. C'était mine de rien un survol, un assez grand survol, même s'il y avait des cases un peu explicites sur le sujet, parce que ces mutations font l'objet en plus chez nous de formations de une journée à 2 journées. Donc, vous voyez que ça peut prendre en fait un niveau de détail assez important quand il s'agit notamment de sensibiliser les top managers ou l'ensemble d'un board. On creuse beaucoup plus en profondeur les mécanismes qui interpellent de plus en plus les juristes, puisqu'ils sont ils sont un petit peu décontenancés par ces dimensions-là. Et on sera ravis de reparler de tout ça en novembre. Merci beaucoup, hein. Bonne soirée à tous et au revoir. Merci. Au revoir.